Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Et si on repartait de zéro? Je m'appelle Jérôme Pasquelin, je suis éditeur de sites formateur et consultant SEO. Dans cette série, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore, j'invite un nouvel intervenant à chaque épisode et je lui pose la question fatidique: et si demain tu devais repartir de zéro, qu'est-ce que tu ferais? Et c'est une question à double sens puisqu'elle sous-entend aussi qu'est-ce que tu ne ferais pas? Alors le principe est très simple, l'invité il a son expérience, ses connaissances, quelques euros en poche. Rien de plus. Dans cette série de vidéos, on va parler de publicité, d'affiliation, de dropshipping, de vente d'articles sponsorisés. On va parler de SEO, de domaine expiré, de SIA et plus généralement de web marketing. Vous l'aurez compris, la thématique va s'ajuster en fonction de l'intervenant. Alors je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper les prochains épisodes. Et n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez des vidéos, poser des questions aux intervenants et éventuellement me proposer d'autres invités. A tout de suite avec le prochain intervenant. Aujourd'hui, je reçois Maxime Dokitonon, qui est fondateur de Rocket Links et de Reach. Maxime, bienvenue à la maison, j'espère que tu vas bien. Salut Jérôme, ça va et toi? Bah écoute, ça va, je te remercie. Alors, je vais te laisser te présenter et nous raconter un petit peu voilà, ton histoire et ton expérience, parce que ça fait pas mal d'années que tu es dans le business. Et après, tu nous expliqueras ce que tu ferais si tu devais repartir de zéro. Ok, top. Écoute, moi j'ai commencé assez tôt. J'ai commencé à créer des sites à 14 ans. Enfin, mon premier site à 14 ans. Mon premier site, c'était le premier site de jeux Flash sur la Wii. Donc ça s'appelait Jeux Wii. Donc sur la Wii, tu avais un navigateur Opera. C'était la première console à avoir un navigateur. Sauf que sur la Wii, t'as pas de clavier. Donc tu peux, enfin en tout cas, il y avait que la Wiimote qui te permettait d'interagir avec la console. Il fallait choisir des jeux en fait qui se jouaient que avec le clic. C'était un site qui regroupait tous ces types de jeux Flash. C'était à l'époque où Flash était vraiment super commun sur les navigateurs. Et j'avais même une chaîne YouTube aussi à l'époque, vraiment aux prémices de YouTube en 2007. Bon, je l'ai mis en privé, j'avais un peu honte. Je filmais la télé avec un appareil photo numérique, tu vois. Okay. Je faisais des tutos, en fait, des tutos sur la Wii. Donc le site s'appelait Jeux Wii. Donc je voulais me positionner sur Jeux Wii, évidemment, et c'était une requête quand même assez concurrentielle. Donc c'est là où je me suis pris de passion pour le SEO. À l'époque, il y avait les forums SEO Sphere, WebRank Info, où tu pouvais apprendre pas mal de choses, et puis il fallait tester plein de trucs aussi. Alors attends, je t'arrête tout de suite. Ton site sur les jeux Wii, j'ai deux questions. Comment tu faisais pour trouver les jeux? Est-ce que tu les faisais développer ou tu étais juste un agrégateur? Et est-ce que tu le monétisais, genre avec AdSense ou quelque chose comme ça? Parce que je sais que typiquement ce genre de site-là, c'était une niche qui a cartonné au niveau des revenus en fait pendant une bonne période. C'est sûr que quand tu édites un site de jeu, les annonceurs viennent à toi assez naturellement, et ces annonceurs, c'est souvent des sites de jeux d'argent, donc avec beaucoup de budget. Et c'était vraiment les premiers annonceurs de mon site. Ils achetaient en fait des placements de liens dans le footer, des articles sponsorisés, etc. Et du coup, ça m'a donné après l'idée aussi de créer d'autres sites un peu plus spécialisés que des sites de jeux flash, mais vraiment des sites de jeux d'argent carrément. Ça allait les intéresser encore plus. Donc, j'ai créé pas mal de sites à l'époque sur cette thématique, un genre de PBN en fait. Sauf qu'à l'époque, ça s'appelait pas encore des PBN, quoi. Et on vendait du PageRank plutôt que du TrustFlow et du Citation Flow comme les PBN aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu monétisais avec AdSense ou c'était encore un peu tôt Je monétisais un peu avec AdSense, mais la vente de liens, ça marchait fort sur ces thématiques-là. C'est vente de liens, ok, qui marchait le plus fort. Et les jeux, tu les développais toi ou tu étais juste un annuaire, tu récupérais des jeux à droite à gauche et tu les intégrais
Non, vraiment juste un annuaire, un agrégateur, tu vois. Ok. Tu avais plein de sites de jeux Flash à l'époque qui partageaient les mêmes jeux que tout le monde en fait, et c'est super simple de Ok. l'intégrer sur ton site à toi. Ok. 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 Bon, bah écoute, moi je vois très bien de quoi tu parles quand tu parles de Flash. Il y en a plein qui vont pas comprendre, les jeunes, mais c'est vrai que c'était une techno à l'époque qui était interactive. Enfin, le Flash, c'était top pour l'interactivité, hein, contrairement aux pages HTML statiques. Voilà, maintenant on s'en rend pas compte parce que le web il est très dynamique, mais ok, ah, c'est très intéressant ça. Ok, ok. Et du coup, jeu d'argent, tu me Jeu disais en off, d'argent. c'était un peu avant que l'Argel commence à arriver et à asseoir un peu son côté police, voilà, police des jeux d'argent quoi. Exactement, c'était un peu le Far West hein, à l'époque, Ouais, avant l'Argel, l'argent coulait à flot, clairement, ok. dans cette thématique-là. Je pense qu'il y a plein d'anecdotes de plein d'autres SEO d'ailleurs qui sont passés sur ta chaîne, qui ont pu en témoigner déjà. Euh, euh, Moi, j'ai fini par revendre en fait mon réseau juste après la mise en place de l'Argel. Ok. Euh, à un prix qui était bien moindre que ce que j'imaginais vendre avant l'Argel, au pic du business. Mais ça a cassé tellement d'opportunités que la meilleure chose à faire, ça a été de revendre en fait c'était mon plus gros client de l'époque en fait qui l'a racheté, qui était un acteur majeur sur le secteur. Bon, ça, j'ai pas perdu d'argent et c'était quand même plaisant de recevoir son premier gros chèque euh, pour la première fois de sa vie, quoi. Ah bah c'est clair, ouais, c'est clair, tu m'étonnes. Ah, c'est intéressant, intéressant cette première partie. Ouais. Donc toi, tu as commencé comme ça, avec les jeux Flash, C'est et ça. développé un réseau là-dessus parce que tu as vu qu'il y avait un potentiel, t'as vu qu'il y avait un potentiel de monétisation. Ouais. Et ça, c'était les tout débuts. C'était les tout débuts. Après, à 18 ans, bac en poche, je commence à travailler en tant qu'indépendant pour des agences marketing, pas forcément SEO, mais pour des agences marketing qui ont des besoins SEO, vraiment en marque blanche, et surtout avec des prix vraiment dérisoires. Donc ça intéressait pas mal de monde. En fait, j'exploitais les compétences que j'avais développées pour positionner mes propres sites à l'époque. Euh, et, euh, et, et vraiment, pour illustrer les prix dérisoires, je peux te donner un exemple sur une grande agence immobilière, top 3 française, qui était tout en haut de page 2 pour 200 euros par mois. Je faisais le SEO de ce site-là et il est passé troisième sur la requête immobilier en 3 ou 4 mois. Alors après, c'était en 2011. Le SEO, c'était plus simple que ça ne l'est aujourd'hui, hein. Ouais. Tu avais quelques connaissances, quelques compétences, tu pouvais taper n'importe quelle requête beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui avec beaucoup moins de budget. C'est ça, puis en 2011, il n'y avait pas encore Pingouin qui est arrivé en Non, 2012. non. Et voilà, c'est vrai qu'au niveau du netlinking, pour ceux qui avaient fait un peu les bourrins, ça, ça a piqué. C'est pareil, c'est vieux tout ça, mais ça me laisse des mauvais souvenirs, moi, en tout cas. Moi, je me souviens encore de cette soirée, ouais, à 23 heures quand l'annonce a été faite et que tu vois tes sites perso se faire allumer. Ouais, c'était un peu dur. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, donc, ok, donc tu étais en marque blanche avec un tarif voilà, assez bas, un tarif attractif. Exactement. Et à côté de ça, tu avais totalement arrêté du coup tes projets perso de site pour te focaliser là-dessus à 100% ou tu continuais à être éditeur à côté? J'en avais quelques-uns quand même. J'avais mon site de consultant Ok, SEO, j'avais enfin site et blog à l'époque, et puis j'avais quelques sites à côté sur des thématiques assez concurrentielles, mais je me concentrais vraiment sur l'aspect ok, Presta. Et quand j'ai commencé la Presta, en fait, ça tombait au même moment où mon frère, lui, finissait ses études. Et lui, il créait en fait des sites internet à l'époque à bas prix avec l'avènement de WordPress et surtout de ThemeForest. Tu sais, où pour 20 dollars, tu pouvais avoir un site qui était vraiment super beau, acheter un logo sur Fiverr pour 20 dollars,
et vendre un site que tu peux faire en une demi-journée à un client PME local qui était super content quoi pour le prix. Et on s'est dit qu'en faisant des sites et du SEO, on pouvait créer une agence ensemble. Et donc on s'est associés en fait et on a ouvert nos premiers bureaux à Montrouge à l'époque en fin 2011. D'accord, ok. Et puis très rapidement, courant d'année 2012, on se rend compte que les sites internet ça se vend comme des petits pains, mais il y a de la maintenance et c'est des clients qui sont pas prêts à payer ce genre de choses. D'autant plus qu'ils se font hacker tous les 3 mois parce qu'ils installent des plugins WordPress sans nous demander, ils changent de thème et ça fait plein de failles de sécurité possibles. À l'époque, WordPress n'était pas aussi sécurisé qu'il l'est aujourd'hui. Et puis surtout le design c'est super subjectif. T'as beau prendre un thème super beau, faire une belle palette de couleurs, un beau logo, et en fait, les clients, ils ont pas forcément les mêmes goûts que toi, et ils vont te demander de refaire quelque chose qui pour toi est top. Et donc c'est compliqué quand tu vends les sites pas chers de tout refaire si les couleurs plaisent pas aux clients quoi. Et à l'inverse, le SEO, c'est pas one shot comme les sites, mais c'est récurrent. C'est pragmatique quoi pour le client en fait. Il investit, il voit du revenu derrière. C'est des montants qui sont aussi plus importants que la création de sites. Donc on se concentre très vite en fait sur cette activité. D'accord. Ok. Et je te confirme, hein, sur des sites vitrines classiques, le design c'est le pire. Sur des sites vitrines classiques, t'as pas de fonctionnalité particulière, tu vois, t'as pas de comparateur, de simulateur ou quoi que ce soit. Généralement, t'as des pages de présentation, pages de contact. Enfin, c'est du classique, mais alors le design, pour en avoir fait aussi, hein, c'était mon activité aussi pendant longtemps, création de sites et SEO, c'était 2 activités complémentaires. Ah ouais, le design, tu peux t'arracher les cheveux en termes de temps passé. Sur des bricoles et c'est complexe. Ouais. Il y a pas une valeur perçue qui est énorme pour les clients. Certains achetaient les sites juste parce qu'on leur avait dit qu'il fallait un site internet, mais sans réelle stratégie derrière de développement. Donc on les aidait ensuite en SEO. On s'est dit qu'il y avait plein d'autres acteurs qui étaient très bons en création de sites, qui pouvaient gérer toutes ces galères-là et que nous, on se concentrerait en fait sur le SEO. Et finalement, ça a été la meilleure décision qu'on ait prise. Puisque on était vraiment encore aux prémices des agences SEO. À l'époque, pour le coup, on était 15 dans l'agence et on faisait partie du top 5 des plus grandes agences SEO en France. Le marché, il était beaucoup plus petit qu'aujourd'hui, tu vois. Je vais pas t'apprendre grand-chose, hein, mais dans le SEO, il y a deux leviers principaux, hein. Il y a le contenu, l'expérience utilisateur et les liens. C'est les 2 leviers qui vont faire qu'un site va se positionner plus haut sur Google. Évidemment, le contenu, l'expérience utilisateur, c'est la condition sine qua non d'un bon positionnement. Si t'as pas ça, ça sert à rien d'aller plus loin. Mais ce qui va faire la différence, vraiment, ça va être les liens, surtout sur des requêtes concurrentielles. Et donc, naturellement, on avait énormément de besoins en liens pour nos clients. Et ces liens-là, tu peux les avoir naturellement, mais c'est assez dur, encore plus à l'époque. Et autrement, tu peux les acheter via des articles sponsorisés, etc. Et donc on le faisait en direct. Et on maintenait en fait un Excel, un Google Sheets. C'était les débuts de Google Sheets à l'époque aussi. Et on maintenait ce Google Sheets avec la liste de tous les médias qu'on contactait, les prix, quels consultants avaient eu quels médias en contact, etc. Et ça devenait vite compliqué. Parce que pour trouver les sites dans un Google Sheets, tu peux que rechercher sur le nom de domaine, tu vois. Et puis les datas, on les mettait quand on ajoutait le site dans la Google Sheets. Donc les datas à l'époque c'était le PageRank, c'était le TrustFlow, le Citation Flow, et donc c'était dur à mettre à jour tout ça. Et donc on a créé en fait un outil interne
où on renseignait les sites et où on allait chercher le contenu des sites pour avoir un moteur de recherche pertinent. Et puis aussi, on allait chercher les datas sur les différents providers SEO de l'époque. Donc c'était Moz, Majestic, Wayback Machine, et puis le PageRank, les pages indexées, etc. À l'époque, il n'y avait pas autant de KPIs qu'il y a aujourd'hui. Et cet outil interne, on l'a présenté, je m'en souviens encore, au SEO Campus 2021. C'était ma première édition. D'accord. Et en fait, ça a intéressé tout le monde. Attends, 2021 ? Non. En 2011, pardon, 2011. Ah ouais, 2011, ouais. Exactement, 2011. Ouais, je m'en mêle dans les dates, mais ouais, en 2011, on présente cet outil à des SEO pendant le SEO Campus, et ils nous disent tous qu'ils seraient super intéressés par y avoir accès. Tu m'étonnes. Et donc là, on se dit qu'il y a un business, et donc on lance en fait la première plateforme d'achat et de vente d'articles sponsorisés en France, donc en 2011. Et ça s'appelle... Ouais, donc c'était une de mes questions. En fait, vous étiez les premiers à lancer Rocketlink, c'était les premiers sur le marché français. Sur le marché français, ouais, on était les premiers. Et donc c'est comme ça qu'est né Rocketlink. Ok. Et donc le succès, il était tout de suite au rendez-vous, parce qu'on avait testé le marché avant. En fait, on avait déjà utilisé nous-mêmes l'outil avec succès, et en plus les gens nous avaient dit qu'ils étaient intéressés. Donc on a revendu notre agence pour se concentrer sur cette activité. D'accord. Et tu peux peut-être présenter un petit peu en détail Rocketlink, parce que ça se trouve il y a des internautes qui connaissent pas bien ou pas du tout. Ça peut être intéressant. Carrément. Aujourd'hui, Rocketlink, c'est plus qu'une plateforme. On est vraiment assistant netlinking de nos clients, que ce soit par l'humain ou par la technologie. On vient aider les experts et les consultants en SEO et en netlinking sur toutes les missions opérationnelles ou stratégiques du netlinking. Et donc, on a un catalogue de plus de 100 000 médias aujourd'hui dans le monde. Et on accompagne tout type de clients sur leurs problématiques netlinking, et on ne s'arrête pas là. Les articles sponsorisés peuvent servir à bien d'autres choses que le SEO, et donc on peut aussi accompagner nos clients qui ont des objectifs de notoriété, etc. Ouais, c'est ça. Donc, grosso modo, c'est une plateforme qui va regrouper des annonceurs, c'est-à-dire des gens qui cherchent à acheter des BL, et des éditeurs, c'est-à-dire c'est des webmasters de sites dont leurs sites sont ouverts à la vente de liens. Et du coup, on peut faire son marché là-dedans. Et depuis un moment maintenant, vous proposez tout un accompagnement, parce qu'à l'époque, de tête, c'était juste les annonceurs qui recherchaient dans le moteur classique pour trouver les sites qui pouvaient les intéresser. Ils faisaient des demandes de deal, etc. Là, vous avez toute une partie accompagnement. C'est ce que j'avais découvert vraiment quand on avait fait des vidéos ensemble récemment. Voilà, c'est ça ? Ouais. C'est ça, vraiment un accompagnement en mode assistance. On ne prend pas ta stratégie 360 SEO. Il y a des agences qui le font d'une meilleure façon que nous. Nous, on vient vraiment accompagner par l'assistance en fait humaine et technologique les clients. Donc sur tout ce qui est sélection de médias, envoi d'offres aux médias, gestion des allers-retours avec les médias, reporting, etc. On vient vraiment t'accompagner, mais tu restes maître de ta stratégie, maître de tes encres, de tes landing pages. Évidemment, on peut aider, on peut te conseiller, mais ouais. C'est le client qui souhaite rester maître en fait à la base. Oui, c'est ça, c'est un accompagnement. Vous n'êtes pas agence SEO, c'est un accompagnement au niveau du netlinking. Et d'ailleurs, j'invite tous les internautes qui n'auraient pas vu la vidéo là qu'on a faite c'était il y a quelques semaines, je crois, ou quelques mois, où tu présentais Rocketlink Benchmark, et on faisait une sorte de cas pratique sur la requête agence SEO, justement en analysant, grâce à Rocketlink Benchmark, combien il faudrait de liens, combien ça coûterait, à quelle fréquence, etc. Donc tout ça en analysant toutes les datas que vous avez sur les concurrents et que vous agrégez via Rocketlink, quoi. C'est ça.
Bon, après, on a fait d'autres choses après Rocket Links parce que les influenceurs, à l'époque, en 2012, on parlait pas encore d'influenceurs. Les influenceurs, c'était les blogueurs. Et ces blogueurs sont devenus influenceurs sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, Twitter, YouTube aussi beaucoup. Et donc, on a développé des activités sur ce secteur-là. Avec la marque Reach, mais bon, ça fait déjà assez de choses pour cette présentation. Si tu veux, on peut rentrer dans le vif du sujet. On peut rentrer dans le vif du sujet, pas de souci. Et juste, vous là, chez Rocket Links, vous êtes combien maintenant? Chez Rocket Links, on est une trentaine d'experts. Ah ouais, quand même, ouais. D'accord. Et puis entre Reach et Rocket Links, au total, dans la boîte, on est 70. Ok, ouais, ça fait ça fait une belle boîte. Ah, ok. Bon, bah c'est top. Eh ben, écoute, merci pour cette présentation, qui va au-delà de la présentation, parce que tu donnes quand même des infos, des chiffres, etc., qui sont intéressants. Du coup, par rapport à tout ça, tout ton vécu, toute ton expérience, si tu devais repartir de zéro demain, qu'est-ce que tu ferais? Yes. Écoute, je pense déjà qu'il faut choisir deux choses. La première chose, c'est le sujet. Ce sur quoi tu veux travailler au quotidien. Et puis la deuxième, c'est le modèle économique. Sur le sujet, je pense que ça va étonner personne, on va rester dans le domaine du SEO, parce que c'est là où j'ai le plus de connaissanses. 2, ça va parler beaucoup plus à tes abonnés. 3, c'est quand même un secteur super challengeant, le SEO. Moi, ça me motive au quotidien. Et 4, c'est super enrichissant aussi. Tu vois, quand je bossais en agence, on bossait vraiment pour tout type de clients, des avocats, des plateformes de location de salles, des agences immobilières. Et en fait, quand tu veux bien faire du SEO, faut bien connaître tes clients, faut bien connaître leur business. Pour savoir quelle requête viser, connaître le parcours de l'information à l'achat d'un prospect pour eux. Et du coup, c'est quand tu es curieux, c'est super intéressant le SEO, quoi. Ça, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Ouais, ok, ouais, moi aussi. Et, ça marche, donc tu repartirais dans le SEO, ok. Ouais, je repartirais dans le SEO et aussi parce que c'est un secteur qui est super intéressant financièrement. Faut pas se le cacher. Okay. C'est aussi pour ça qu'on est dans ce secteur. Le SEO, c'est assez technique et compétitif pour qu'il y ait une certaine barrière à l'entrée, tu vois, sur le mindset qu'il faut avoir pour faire du SEO. Et cette barrière à l'entrée, forcément, ça fait que c'est valorisé, c'est des compétences qui sont valorisées assez cher. Et puis, un autre truc qui fait qu'il faut avoir un mindset assez particulier pour faire du SEO, c'est que c'est jamais fini. Tu vois, c'est pas comme un site ou une maison où tu peux finir le projet et te dire c'est bon, ça y est, maintenant je passe à autre chose. Le SEO d'un site, ça se travaille au quotidien, du début du site jusqu'à la fin, et on espère qu'il n'y ait pas de fin. Et t'es jamais premier partout en SEO. Tu peux toujours faire mieux, en fait. Tu peux toujours créer des nouvelles pages, tu peux toujours t'améliorer sur tes requêtes. Et ça, pour ça, je pense qu'il faut un certain type de mindset pour réussir là-dedans. Et tout ça, ça fait que les talents, ils sont rares. Et forcément, quand les talents sont rares, ça se monnaie cher. Ouais. Et c'est pour ça que la rentabilité des agences SEO est bien plus importante que la rentabilité d'autres agences marketing. Je l'ai vu parce que j'en ai fait une, parce que je connais plein d'autres acteurs sur le marché et puis j'ai une autre agence dans un autre secteur qui est l'influence. Et les fondamentaux business, les taux de rentabilité sont pas du tout les mêmes dans une agence marketing classique qu'une agence SEO. Et je pense que c'est pour toutes ces raisons-là. Ouais, c'est intéressant ça. Ok. Donc toi, tu repartirais sur agence SEO, sur une agence SEO, c'est ça? Sur le SEO, ça c'est sûr. Après, sur une agence SEO, effectivement, mais je vais t'expliquer pourquoi aussi sur l'agence. Je vais vous expliquer pourquoi je repartirai sur une agence.
Un autre point aussi qui est important et sur l'aspect SEO, c'est qu'aujourd'hui le SEO ça concerne tout le monde. Ça concerne toutes les entreprises aujourd'hui. De la PME, du restaurateur du coin, à la grande scale-up, le CAC 40, ça concerne tout le monde. Et ça fait partie, là je regardais ça hier, ça fait partie du top 3 des leviers marketing avec la plus forte croissance en 2024. Donc les entreprises ont prévu d'augmenter à 60% leur budget en SEO sur cette année 2024. Et je te filerai la source si tu veux le mettre dans la description de la vidéo. Et il y a un potentiel qui est énorme parce que ça c'est des études américaines. Déjà les Américains ils sont en avance sur les budgets, pas forcément sur les techniques SEO, mais les Américains ils sont en avance sur les budgets SEO et donc en France il y a un potentiel qui est encore énorme. Ok, et cette étude-là, c'était sur les États-Unis ou c'était sur la France? C'est sur les États-Unis. C'est sur les États-Unis, et toi, tu penses que ça va suivre la tendance aussi en France, en toute Ouais, c'est sûr. C'est sûr, d'accord. Bon, bah écoute, moi ça m'arrange. Franchement, si les budgets SEO ils sont augmentés cette année, c'est très bien. Ok, super. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'investissement SEO des organisations, il est très faible en France par rapport à ce que ça rapporte. Il y a 10 ans, tu bossais pour des clients dans l'immobilier. Pour 200 euros par mois, tu pouvais le faire passer du haut de la page 2 au top 3, je le disais tout à l'heure. Aujourd'hui, les budgets sont plus conséquents, mais c'est rare de voir des budgets SEO pour un client qui dépassent les 20-30 000 euros par mois. Et pourtant, aux US, c'est légion, en fait. Un avocat, un restaurant, aux US, il paye 2-3 000 $ par mois son SEO. Alors, le marché est beaucoup plus important, certes, mais il y a une maturité qui est plus forte parce qu'ils ont la vraie valeur des choses. Et quand tu investis quelques milliers d'euros par mois pour 50% de ton trafic, il y a encore beaucoup de marge, tu vois. Il y a encore beaucoup de marge. Et donc, je pense vraiment que le SEO va encore croître beaucoup plus en France. Ok, ouais, c'est intéressant. Et est-ce qu'aux États-Unis, parce que en France, toi, tu es entre guillemets un vieux de la vieille comme moi là, au niveau SEO. Enfin, et encore, il y a largement des personnes qui sont encore plus précurseurs que nous, mais là, sur les 10 dernières années, on voit quand même qu'au niveau des résultats naturels, il y a de plus en plus de pubs, il y a de plus en plus de blocs qui viennent un peu parasiter et faire baisser le CTR. Est-ce qu'aux États-Unis, c'est pareil ou pas? Sur les SERP américaines, parce que moi, je ne connais pas du tout. Il y a autant de blocs, autant de Google Shopping, d'Ads et tout ça? Autant, voire plus. Mais... Autant, voire plus, ok. Autant, voire plus. C'est sûr que c'était mieux quand il n'y avait pas autant de publicité sur les pages de résultats, etc. En soi, il y a aussi beaucoup plus d'internautes qui tapent beaucoup plus de requêtes différentes. Et donc, le trafic organique des sites, il reste quand même en croissance ces 10 dernières années pour les sites e-commerce et pour les acteurs qui ont investi en SEO. Ouais, les CTR, ils sont beaucoup plus bas qu'avant, mais il y a plus de monde qui utilise le web qu'il y a 10 ans, quoi. Ok, donc ça, on va dire que ça compense. Et juste pendant qu'on parle de ça, qu'est-ce que tu penses, toi, parce qu'il y a quand même une tendance qui ressort quand on lit la presse, etc., c'est que les jeunes, là, à l'heure actuelle, ils utilisent de moins en moins Google. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Je pense qu'il y a du vrai là-dedans, c'est sûr. Quand tu vois les usages sur les moteurs de recherche, YouTube et TikTok, par exemple, clairement, il y a des changements qui sont en train d'être opérés aujourd'hui sur les usages. Au final, SEO, c'est Search Engine Optimization, c'est pas forcément que sur Google.
Et les techniques qui ont fonctionné sur Google, elles fonctionneront aussi sur YouTube, évidemment, parce que c'est Google, et elles fonctionneront aussi sur TikTok. Au final, quand tu sais manipuler un moteur de recherche, bah, tu peux le faire sur d'autres moteurs de recherche que Google. Et surtout que bah, le champ des possibles est encore plus important aujourd'hui sur d'autres moteurs de recherche parce qu'ils n'ont pas la complexité que Google a aujourd'hui. Ouais. Tu vois. Ouais. Et donc ça c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est que ok, tu as les nouvelles générations qui vont peut-être utiliser plus les moteurs de recherche de YouTube ou TikTok pour rechercher des informations sur des produits ou sur ce genre de choses. Mais tu as aussi toute une génération qui a grandi avec Google et changé les 20 années d'habitude que l'on a créé avec le temps. Ça me semble compliqué. Or, aujourd'hui, les budgets, ils sont aussi sur bah, les personnes qui ont bah, l'âge d'avoir une carte bancaire et d'acheter des choses en ligne, tu vois. Et donc, ok, pour la nouvelle génération, dans les 10, 20 prochaines années, mais il y a encore 20 ou 30 belles années pour Google, pour les gens qui ont été habitués aux 10 liens bleus sur Google. C'est ça, à mon avis. Ouais, c'est ça, il y a une inertie, tu changes pas les habitudes comme ça, ouais, c'est clair. Après, je sais que moi j'utilise pas mal de TikTok, mais c'est vrai que en fait TikTok, t'es pas forcément quand tu veux acheter, t'es pas forcément dans un mood justement d'achat, tu vois, t'es plutôt dans un état d'esprit de consommer de la vidéo, tu vois, tu fais défiler, ça va vite, mais ouais, il faudrait que je creuse un peu, parce que c'est vrai que... Mais je te rejoins sur le fait que voilà, l'inertie, on la change, les habitudes, on va pas les changer comme ça. Après, il y avait ChatGPT, tout ça, là, qui faisait un peu peur, mais alors pour l'utiliser au quotidien depuis des mois, c'est vrai que c'est pas fiable. Quand ils font des updates, des fois, ça marche plus pendant une semaine. Tu poses une question, il te répond à côté, ou il te répond en anglais. C'est pas encore au point, ça. Moi, ça me faisait peut-être un peu peur au début, mais bon, voilà, c'est pas encore super carré. Je pense qu'on a un petit peu de temps aussi de voir venir les choses. Ouais. Ok, ouais, c'est intéressant ton retour là-dessus. Au final, l'IA, t'as pas besoin de plein de mots. Quand tu tapes, quand tu cherches à acheter un micro-ondes et que tu tapes micro-ondes, ChatGPT, il va te faire un cours sur le micro-ondes. En fait, tu as juste besoin de bullet points pour savoir quel est le meilleur micro-ondes. Et ça, des 10 bullet points, c'est les 10 résultats de Google, quoi. Donc, en fait, ils essayent de recréer quelque chose qui fonctionne déjà bien. Et je pense que, évidemment, ça a beaucoup d'intérêt quand tu tapes des choses comme quand est-ce que Napoléon est mort, comment il est mort. Là, il peut te répondre directement sans que tu aies besoin de cliquer sur un lien. Et il n'y a pas besoin d'avoir 10 résultats différents pour répondre à cette question. Il n'y a qu'une seule vérité, en fait. Donc ça, pour le coup, ça peut avoir un impact aussi sur les SERP si un jour ils intègrent vraiment l'IA sur leur moteur de recherche. Même si je pense que c'est beaucoup de poudre aux yeux. Parce que répondre directement aux résultats, ça fait moins de clics sur les pubs. Ça fait moins de clics sur les résultats naturels, mais ça fait aussi moins de clics sur les pubs. Mais personne clique sur les pubs quand on tape quand est-ce que Napoléon est mort. Donc pour le coup, ils ont tout intérêt à répondre à l'internaute directement là-dessus. Et je pense que c'est sur ces requêtes-là que SGE, par exemple, va avoir un vrai impact. Ouais, c'est clair. Ouais, je verrais bien ça comme ça aussi. Ouais. Ou bien proposer directement des produits aussi. C'est ça le truc, des produits vraiment ultra pertinent, un peu plus que ce que tu as dans Google Shopping, parce que Google Shopping, c'est des annonceurs qui payent, mais là, pour le coup, il peut réussir à faire ressortir du Google Shopping, mais avec un niveau de pertinence un petit peu plus élevé. Mais c'est clair, sur les sujets un peu froids ou les requêtes très précises, où tu attends juste 3 lignes de réponse, quoi, ce sera ultra pertinent. Ouais. C'est clair.
En tout cas, tout ça pour dire que moi, le SEO, j'y crois sur le long terme, malgré le fait que tous les ans, on dit que le SEO est mort. Le SEO se réinvente tous les ans également. Donc c'est pour ça que je choisirais ce sujet, tu vois. Après, il y a le modèle, le business model. Moi, j'ai testé un peu tous les modèles, édition de site, freelance, agence, marketplace, SaaS, parce qu'on a un SaaS aussi dans notre organisation aujourd'hui. Et je vais pas étonner beaucoup de monde en disant que si t'as pas d'argent, mais que t'as du temps, le meilleur business model, ça reste la prestation de service. Que tu sois freelance tout seul ou en agence avec une équipe. C'est le modèle le plus pertinent en fait quand tu repars de zéro. Dans ce modèle, t'as pas besoin d'investir autre chose que du temps pour faire décoller ton activité. C'est ça. Donc c'est sur ce modèle que j'irai en prestation de service. Ok. J'irai pas sur l'édition de site. Bon, il y a édition de site et édition de site. Il y a édition de réseau de sites pour moi. Je pense qu'il y a eu une petite bulle en France en tout cas sur l'édition de sites ces dernières années. Ça a été accéléré par l'IA et donc cette capacité à créer toujours plus de sites différents. Je pense qu'il y a une correction qui a commencé à s'opérer et qui va continuer avec les dernières mises à jour de Google. C'est normal et c'est sain. Des mises à jour, on en a connu des dizaines ces dernières années. À un moment, Google il est obligé de mettre fin à une certaine danse pour qu'il y en ait une autre qui reprenne après. Il restera toujours de super opportunités pour ceux qui font ça bien. Mais là, c'était trop open bar pour tout le monde. Un tel filon, ça peut pas durer aussi longtemps avec un niveau aussi simple pour y arriver, quoi. Tu vois. Ouais, c'est clair. Si je devais faire un site moi aujourd'hui, je ferais un site mi-app, mi-contenu. Tu vois, moi je crois beaucoup à ce genre de site un peu interactif. T'es pas sur du SaaS parce que tu fais pas payer. Ton business model c'est de vendre de la pub, de l'affiliation ou autre, mais tu réponds de façon bien meilleure à l'intention de recherche que tous les autres d'acteurs aujourd'hui. Et ça, tu peux y arriver en mettant des petits calculateurs, en mettant des simulateurs, des calculateurs, des choses qui vont beaucoup plus loin que juste répondre à la requête de l'internaute avec 1500 mots et une vidéo. Tu vois, moi, je ferai la vidéo, le grand contenu, la transcription de la vidéo et aussi cette interactivité qui fait que les gens y restent 10 minutes sur ton site plutôt que 2 minutes. Et puis après, ils reviennent sur Google. Et ça, Google, il peut le calculer super facilement, quoi. C'est le taux de rebond sur la SERP, le SERP bounce. Ça, c'est vraiment ce que j'entendais par expérience utilisateur tout à l'heure dans les critères importants et qui font vraiment prérequis pour non pas pour te positionner, mais pour rester en bonne position. Et on entend pas mal parler là en ce moment de programmatique SEO, vraiment de générer des pages à partir de bases de données que tu peux faire, etc. Alors je pense qu'il faut pas abuser. Il faut pas abuser parce que Google est en train de taper là-dessus et on est allé encore une fois à l'extrême. Les SEO sont allés à l'extrême et l'extrême finit toujours par se faire pénaliser. Donc tu peux varier en fait, tu peux utiliser ta mini app pour générer des pages qui vont introduire ta mini app aux internautes. Et si je devais faire de l'édition de site, mais c'est pas forcément là-dessus que j'irais si je repartais de zéro, je ferais ça moi personnellement. Ok, ouais, c'est intéressant. Et je voulais te demander un truc là. On parle beaucoup Là, on parlait de l'influence du comportement internaute sur le site, tu vois, qui va pouvoir t'influencer positivement ou négativement. C'est-à-dire que j'arrive sur ta page depuis une SERP, je reste 2 secondes, je repars et je vais sur un autre résultat et là je reste 3 minutes.
Du coup, tu n'as peut-être pas forcément de légitimité si tout le monde fait ça. Et inversement, si quelqu'un reste 3-4 minutes alors que chez les autres il reste 1 minute, bah, peut-être que tu vas gagner des positions. Est-ce que, parce que voilà, vous avez aussi Reach qui permet de balancer du trafic sur des sites aussi. Voilà. Est-ce que vous avez fait une corrélation entre le trafic sur un site et son positionnement? Mais on parle beaucoup de ça, je te dis ça parce que voilà, on parle beaucoup de ça depuis des mois et c'est ce qu'on utilise pour Discover entre autres. Ouais. C'est d'envoyer du trafic sur des sites et ça a une influence sur le SEO. Voilà. Est-ce que vous avez fait un petit peu vous avez déjà des retours ou tu as envie de partager quelque chose là-dessus par rapport à votre expérience ou pas? Personnellement, j'ai pas fait d'études bien précises, tu vois, sur le sujet. En revanche, ça m'étonne pas du tout. Et tu peux l'observer sur certains sites et vous êtes nombreux à le remonter, ça que même un tout petit peu de trafic, Google va beaucoup plus considérer une page ensuite avec ce trafic-là. Donc ça m'étonnerait pas que Google utilise ce critère de positionnement. Mais vraiment le taux de rebond sur la SERP, je pense que c'est quelque chose qui peut faire de manière encore plus fine, puisque là, tu as le trafic sur une requête et un site et une page par rapport aux autres pages sur la même requête. Et là, il a toutes les datas pour le faire directement, tout navigateur confondu, toute devise confondue, que tu sois sur Apple ou Android ou que tu sois sur Chrome ou Firefox, il peut mesurer tout ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que y a des services aussi qui manipulent aujourd'hui le taux de rebond en fait sur les SERP, et apparemment ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Je crois qu'il y a Léo Poitvin notamment qui développe un service là-dessus c'est ça fonctionne bien. Et donc si tu cherches à attaquer une requête, pour moi, il faut regarder ce que les gens font déjà. Il faut comprendre, il faut se mettre dans les baskets de la personne qui tape la requête, dans les personnes qui tapent la requête, parce que tout le monde ne cherche pas la même chose. Et c'est là toute la complexité du taux de rebond sur les SERP, c'est qu'il faut idéalement répondre à tout le monde. Et donc il y a un vrai enjeu à créer une page qui répond à la personne qui cherche de l'informationnel, mais aussi les personnes qui cherchent à acheter des choses, les personnes qui sont dans le métro et donc qui peuvent pas regarder de vidéo, etc. Donc vraiment, quand on crée une page, on peut vraiment aller très loin dans l'optimisation et faire mieux que tout le monde, parce que le niveau souvent dans les SERP il est pas si élevé que ça sur le contenu, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est intéressant. Bon, en tout cas, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a David de l'agence Noise que j'ai sur un groupe Skype privé, qui nous a fait une sorte de retour. En fait, on a analysé avant et après sur une de ses connaissances en fait qui est passée qui veut être mon associé. Okay. Et on a regardé le positionnement sur sa top requête, tu vois, le jour même et puis le lendemain. Alors je sais plus, j'ai plus les chiffres en tête, mais il était, je crois qu'il a pris 2 ou 3 places. Il devait être en top 5, quelque chose comme ça. Il a pris 2 ou 3 places. Alors après c'est redescendu parce que le trafic, le trafic ça influence tant qu'il y a du trafic. Mais et là comme c'était un pic, ça reste temporaire. Mais voilà, sur une requête quand même un peu concurrentielle, avec un site qui était vraiment moins puissant que les autres en termes de netlinking, il a fait de tête c'était plus 2 places, quoi. Donc c'est quand même c'est dingue. C'est quand même pas mal, c'est intéressant. Donc, en plus voilà pour le petit retour. Tout est connecté en plus, parce que si tu as du trafic, si tu passes à la télé, du coup t'es super légitime à recevoir des liens.
Et ce site-là, peut-être qu'avant d'être passé dans Qui veut être mon associé, il aurait pas pu faire une campagne de netlinking de manière importante, tu vois. Il aurait pu faire quelques liens par mois pour rester naturel. Mais là, en étant sur une émission à heure de grande écoute, etc., bah forcément, là, il est super légitime pour recevoir des liens de presse nationale, pour recevoir des liens de plein de petits blogs, etc. Et donc, ok, il a eu son pic de positionnement le lendemain du passage à la télé. Et pour le garder, bah, ça sera compliqué de passer à la télé tous les jours, mais tu peux maintenant faire des liens en quantité qui vont te placer premier. Et puis après, ça va être beaucoup plus dur à déloger ce site-là, évidemment. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est clair. C'est clair. Tout est interconnecté au niveau des signaux qui sont récupérés par Google. Ouais, c'est quasi sûr. Ouais. Ok, ça marche. Super, très intéressant ce qu'on dit. De mon côté, plutôt prestation de service, pas édition de site. Sur Marketplace et SaaS, pour moi, c'est vraiment compliqué au début. Il faut beaucoup d'argent. D'autant plus que quand on pense SaaS, on pense scalabilité à l'extrême, mais c'est pas la norme. La réalité, c'est que évidemment, il faut aussi des commerciaux pour vendre les logiciels. Les clients, ils ont besoin d'accompagnement, même si tu as une technologie, et ça, on l'a vu avec Rocket Links. Du coup, il faut l'équivalent de chef de projet en fait ou consultant dans une agence pour accompagner les clients à utiliser des solutions technologiques. Et donc, il faut une équipe de customer success ou d'experts. Au final, tu te retrouves à avoir une organisation de type agence. Au final, je pense que la scalabilité à l'extrême pour les SaaS, c'est plutôt quand tu es super mature. Ou quand tu es sur un secteur bien précis. Mais c'est pas mon expérience, en tout cas dans le marketing, quoi. Ok. Ouais, c'est intéressant d'avoir ton retour là-dessus. Et après, on peut se poser la question freelance ou agence. Moi, c'est vrai que le freelancing, ça a plein d'avantages, mais ça colle pas forcément avec mes envies professionnelles. Donc, je choisirais plutôt le modèle agence. Surtout que c'est un modèle que je connais bien. Puisque j'en ai fondé 2 des agences. Et on entend souvent dire que l'échec c'est top pour apprendre. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent faut échouer pour progresser, etc. Alors évidemment, quand tu échoues, c'est bien d'apprendre de tes échecs pour progresser. Mais je fais partie de ceux qui pensent qu'on apprend beaucoup plus de ses succès que ses échecs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu as 1 milliard de façons, ou même une infinité d'échouer en créant une agence. Et tu n'as pas une infinité de possibilités de créer une agence à succès. Tu en as peut-être 10 des façons différentes de créer une agence qui peut bien fonctionner. Donc c'est pour ça moi que je choisirais ce modèle, c'est parce que c'est un modèle que je connais bien et alors c'est pas le modèle qui est adapté à tous, hein, c'est très prenant. Fonder une agence, c'est pas adapté à ceux qui aiment avoir beaucoup de temps libre, hein. C'est super prenant comme activité, mais voilà, donc je partirais plutôt sur une agence SEO. Ok. Et donc tu partirais. Alors le truc, c'est qu'agence SEO, il faut du budget. Donc toi, je pense que tu partirais plutôt sur du freelancing. Et après, dès que tu engranges, toi, ton but, c'est pas de rester en freelance, de rester en indépendant, mais tout de suite de développer une agence. C'est ça. Bah, au début, tu peux dire que tu peux créer les fondations d'une agence. Tu vas créer la marque, créer le positionnement, etc. Et quand même faire les premières campagnes toi-même, mais sans avoir ce positionnement freelance consultant, mais vraiment un modèle d'agence. Parce que c'est deux modèles bien différents. Pour les clients, il y a beaucoup de clients qui cherchent des agences pour la résilience d'une agence. Tu vois, si ton consultant il part, tu en as un autre qui peut prendre le relais sans que tu aies à faire un recrutement d'un autre freelance, tu vois. Ouais, c'est ça. Après, moi, je connais pas mal d'indépendants qui sont... Enfin, pas mal. Je connais plusieurs indépendants qui se disent agences
quand tu vas sur leur site pro, et puis en fait, ils sont tout seuls. C'est pas... Bref. C'est pas forcément le chacun son positionnement, mais moi, si je crée une agence, c'est vraiment pour la développer dans l'optique que ce soit une agence leader sur son marché, que ce soit une agence qui fasse autorité. Et ça, tu peux pas y arriver en étant tout seul. Tu as besoin de beaucoup de clients. Et si tu as beaucoup de clients, au début, tu peux être tout seul, mais forcément, après, tu as besoin de beaucoup d'experts et donc de collaborateurs. C'est ça. Ok. Et donc, toi, l'idée, ce serait d'avoir une agence de quoi? De 10 personnes, 30 personnes, 100 personnes à terme? Ou vraiment, tu veux monter un gros truc ou... Monter un gros truc, forcément, ça nécessite de passer par plusieurs étapes. Mais je pars du principe que la complexité commence à partir du moment où tu n'es plus tout seul. Donc, je comprends tout à fait les freelances ou les agences d'une personne à rester tout seul et indépendant. Parce qu'il y a plein d'avantages à tout ça. Tu peux vivre où tu veux dans le monde, tu peux faire plein de choses, t'as tes propres horaires, etc. Mais pour moi, les problématiques, elles arrivent à partir du premier recrutement. Et les problématiques, t'en as autant quand t'as 3 personnes dans ton équipe ou 50. En tout cas, c'est mon expérience. Et les problèmes, ils sont juste différents, mais t'en as autant. Donc, quitte à en avoir avec 3 personnes, autant passer chaque step, de passer de 10 ou de 0 à 10, de 10 à 20, de 20 à 40, etc. C'est des problèmes qui sont différents et c'est des problèmes qui sont super intéressants à chaque étape de croissance de ton agence. Ouais, c'est ça. Quand tu aimes ou tu es capable de gérer l'humain. Parce que ça, c'est une problématique aussi, c'est qu'il faut avoir envie de gérer des salariés avec toutes les problématiques que tu peux avoir. Moi, j'ai travaillé pendant des années, j'étais indépendant et je travaillais qu'avec des indépendants. Pendant une période, on était au moins 5 ou 6. Et c'est vrai que du coup, tu as un peu moins de contraintes en fait. Tu as aussi des inconvénients, mais voilà, l'indépendant, la collaboration, elle convient plus, il n'y a rien qui te lie, tu peux arrêter quasiment du jour au lendemain et retrouver quelqu'un d'autre à la place. Quand tu as des salariés, c'est un petit peu différent. Enfin bref, il faut aimer ou savoir gérer l'humain et toutes les problématiques. C'est ce qu'on disait, on en parlait un petit peu en off. Moi, j'étais en portage salarial pendant plus de 10 ans là. Et donc là, comme Webportage a fermé, j'ai monté une URL. Donc j'ai une salariée. Donc je continue à travailler avec plein d'indépendants, mais j'ai quand même une salariée. Et pour une salariée, il faut gérer toute la partie sociale, donc fiche de paye, l'URSSAF. Il faut gérer la médecine du travail, etc., etc. Et que j'en ai finalement une ou 10, c'était presque pareil en fait. T'as fait le plus dur à gérer quoi. Ouais. T'as fait le plus dur. C'est ça. C'est ça. C'est tout ce que j'aime en plus, la paperasse et l'administratif, j'adore. C'est ça. Et je trouve ça dommage en fait de s'arrêter à une agence de 10-15 personnes parce que si tu es arrivé là, c'est que forcément t'as géré tout ça, que tu t'en sors en management de people. Et alors peut-être que tu es capé par le marché, mais si tu ne l'es pas, tu peux aller plus loin. Ouais. Et souvent, c'est des barrières qui sont un peu limitantes. Parce que tu te dis j'ai beaucoup de problèmes déjà à gérer à 10-15 personnes, donc à 30 ça va être encore pire, alors je peux même pas imaginer 60, etc. Mais en réalité je pense que c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que au début à 10 personnes, souvent tu es le seul manager. Donc il y a beaucoup de sujets que tu dois traiter tout seul, mais au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des collaborateurs dans une agence aussi, forcément les équipes elles sont plus autonomes, tu délègues plus de choses et puis c'est plus résilient aussi. À 10 personnes dans une agence, quand une personne part, ça change toute l'organisation de l'agence. Quand tu es dans une organisation avec 60 personnes, tu as des process qui sont bien installés, tu as tout ça, et donc forcément ça change. Ouais, c'est plus facile en cas de problématique. C'est plus facile parce que tu dépends. Si tu es 3 personnes, tu en as une qui part, c'est 33% de l'effectif qui est plus là, et du coup 33% de boulot.
à faire en plus, quoi, à compenser. Ouais, c'est clair. C'est ça, et puis recruter la bonne personne, ça prend du temps, puisque généralement elle est déjà en poste, donc elle a un préavis, il faut le temps de la trouver, de la recruter, etc. Donc ouais, c'est très long, quoi. Et après on parle de people, on parle de nombre de collaborateurs, mais il faut évidemment que le chiffre suive, hein. Parce que le nombre de collaborateurs, c'est une vanity metrics pour moi. C'est le truc que tu dis en repas de famille et c'est ce que ta famille va retenir. Okay. Mais c'est pas ça qui fait, comment dire, c'est une condition pour faire du chiffre, mais c'est pas une fin en soi. Pour moi, ce qui compte comme en tant que dirigeant, comme KPIs dans une agence, c'est la marge brute en fait. La marge brute, c'est un synonyme de valeur ajoutée. C'est beau, si tu vas sur société.com, ils appellent pas ça marge brute, ils appellent ça valeur ajoutée. Et parce que c'est la réalité en fait. La marge brute, ça représente la valeur ajoutée que tu apportes à tes clients. Donc pour moi, c'est le top KPI ce que tu dois suivre. C'est est-ce que tu génères de la valeur pour tes clients. Et plus tu fais de marge brute, plus tu délivres de la valeur. Donc pour moi, c'est vraiment la métrique, c'est la North Star métrique à suivre et que je suivrai évidemment si je relance une agence. Et les avantages aussi, quand tu es plus grand, c'est que c'est plus rémunérateur, surtout sur un modèle d'agence où tu vends ton temps ou une expertise. Si tu vends plus de temps, tu gagnes plus d'argent, c'est aussi simple que ça. Et donc forcément, c'est plus intéressant. Tous les problèmes dont on parlait avant, toutes les problématiques que tu vas vivre au quotidien, elles sont compensées par le potentiel rémunérateur de tout ça, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Après, c'est vrai que c'est moi ce qui me faisait peur de monter une boîte. Enfin, pas peur, mais il y a une problématique qui est quand même qui peut te mettre quand même la pression, c'est de se dire voilà, j'ai des salariés, donc je peux pas m'en séparer comme ça. Tu vois. Et du coup, si tu as des fluctuations d'activité, tu as des boulets aux pieds financièrement. Tu vois. Et c'est pour ça, moi, je kiffais bosser avec des indépendants. Alors, je leur dis avec les inconvénients que ça peut avoir, mais avec des indépendants, moi, je me disais, si demain, je me fais péter tout mon réseau de sites et que je fais 90% de trafic en moins, donc potentiellement la même chose en revenus, je peux m'en sortir encore, tu vois. Si tu as X salariés. Mais bon, après, moi, c'est un peu différent. Moi, je suis éditeur. Je dépends beaucoup de Google, de Discover, voilà. Mais c'est vrai qu'en tant qu'éditeur, c'est ça qui me faisait un peu peur. Après, quand tu as des clients, comme tu disais, avec du récurrent, le SEO, c'est génial parce que c'est récurrent. Tu les fais signer généralement au moins sur 6 mois ou 12 mois, donc déjà, tu as une visibilité. C'est un peu, c'est un peu différent. Mais c'est vrai qu'il faut pas avoir peur de ça, il faut savoir gérer, il faut faire les bons choix. C'est pareil, tu prends la mauvaise personne. Toi, l'avantage, c'est que maintenant, tu as une expérience qui est énorme par rapport à tout ça. Depuis le temps que tu y es et toutes les boîtes que tu as montées, le nombre de personnes que tu as gérées, même si tu gères plus directement. Maintenant, tu dois gérer les managers qui gèrent les salariés, quoi. Mais c'est vrai que si tu recrutes la mauvaise personne et que tu t'en rends pas compte pendant le préavis, parce qu'il y en a qui sont un peu vicelards, c'est chaud, hein, c'est un sacré boulet au pied. Hein. C'est pour ça que le recrutement, c'est super important et c'est surtout dans un modèle d'agence qui est très people-based, il faut absolument craquer le modèle du recrutement, avoir des bons process et surtout trouver les personnes qui correspondent bien à la culture de l'entreprise et ce genre de choses. Donc c'est des banalités, hein, mais c'est beaucoup plus dur à faire qu'à dire pour le coup. Ouais, c'est ça. Puis c'est vrai qu'au quotidien, c'est pas juste les compétences qui comptent, quoi. Si l'état d'esprit de la personne, elle est en décalage total avec l'état d'esprit de la boîte, sur le long terme, moi je trouve que c'est quand même compliqué. Le côté humain, il est aussi super important. Les compétences, à la limite, tu peux les acquérir. Tu vois, si t'as vraiment envie, si t'es pas trop bête, si t'es débrouillard, mais après, le côté humain, ça peut être chaud, ouais. Ouais, c'est tout un truc, hein, le recrutement et la gestion de l'humain. C'est quelque chose. On se rend pas compte tant qu'on n'est pas dedans.
Voilà, tant qu'on n'est pas amené à recruter, à collaborer avec des gens, mais c'est pas à prendre avec des pincettes. Hein. C'est vraiment, comme tu dis, c'est un poste qui est super important, la partie recrutement, voilà, recruter la bonne personne, c'est super sur le long terme. Il faut que ce soit bien fait. Ouais. Ouais. On a le secteur, on a le modèle économique. Maintenant, il va falloir qu'on trouve un angle d'attaque. Et moi, je pars du principe qu'on n'est pas obligé d'innover pour créer quelque chose qui fonctionne. Tu sais, t'entends souvent parler des personnes qui disent qu'ils ont besoin d'avoir une idée pour commencer à entreprendre. T'as pas besoin d'idées pour commencer à entreprendre. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites et qui fonctionnent. Et là, on repart de zéro. On n'a pas d'argent, on n'a pas le luxe de prendre trop de risques. Et donc, il faut aller sur un modèle qui soit assez certain en fait pour nous. Et les agences SEO aujourd'hui, il y en a plein. Ça a fait ses preuves. Et puis il y en a des très bonnes, hein, des agences SEO. Même s'il y a de la place pour de nouveaux acteurs, on veut quand même créer quelque chose de gros et on veut aussi pouvoir croître le plus vite possible. Et vu les mastodontes qu'il y a aujourd'hui sur ce secteur, c'était différent à l'époque quand j'avais mon agence SEO parce que il y avait beaucoup moins de SEO, mais aujourd'hui il y a des grandes agences qui ont 100, 200 consultants salariés. Ça va être dur de les rattraper. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on veut vraiment faire autorité sur son marché. Et donc même si on veut faire les choses vite, ce qui est sûr, c'est que ça prendra pas un an. Ça c'est sûr. Même si on trouve un angle qui permet d'accélérer un petit peu les choses, ça prendra pas un an en fait. Je vois un peu trop de nouveaux entrepreneurs qui pensent qu'ils vont pouvoir créer une boîte et la revendre en un an. D'après mon expérience, ça fonctionne pas comme ça. Après, c'est que mon expérience et c'est pas représentatif des expériences de tout le monde. Et puis surtout que tu as toujours des cas un peu exceptionnels. Mais moi, j'observe qu'il y a une durée incompressible pour créer une entreprise qui aura de la valeur aux yeux d'un acquéreur. Si ton objectif c'est de la revendre un jour, hein, ça peut aussi être la boîte de ta vie et la garder jusqu'à la retraite. Mais pour beaucoup d'entrepreneurs, en fait, ils ont cette vente à terme, quoi. Et pour créer une entreprise qui a de la valeur, faut une marque. Il faut des clients en quantité, il faut des process qui sont éprouvés, des équipes qui sont autonomes, et puis plein d'autres choses qui ne se créent pas en 1 an ou 2 ans. Moi, je pars du principe qu'il faut 3 ans pour faire quoi que ce soit, en tout cas sur un modèle d'agence. Donc, un conseil, si vous vous lancez là-dedans, le faites pas si vous ne pouvez pas vous focus pendant 3 ans. Ok. Toi, si tu remontais une agence, le but, ce serait de la revendre à terme ? Pas forcément, mais de créer quelque chose qui a de la valeur. De la revendre à terme, peut-être pas au bout de 5 ans ou 6 ans, comme je l'ai fait dans le passé, mais pas la revendre forcément, parce qu'à un moment, tu partiras forcément à la retraite. Et donc, il faut que la valeur de cette entreprise soit la plus grande possible. Et je la revendrai pas au bout de 3, 4, 5 ans parce que je trouve que les premières années, c'est pas les plus excitantes. C'est pour ça que moi j'espère pas forcément avoir à repartir de zéro, tu vois, même si j'ai fait l'exercice. Au début, tu dois te concentrer vraiment sur une seule chose. Faut être méga focus. Si tu te disperses, ça fonctionne pas. Et dans la boîte que j'ai aujourd'hui, on a 3 activités. Mais elles ont été créées au cours de ces 12 dernières années. On n'a pas créé les 3 activités au tout début. On a commencé par créer Rocket Links.
ensuite une agence de marketing d'influence, Reach, et ensuite un SaaS, Reach Influence Cloud. Et on a fait ça avec 4-5 ans d'écart à chaque fois. Et c'est dans ces moments-là, donc là ça fait 12 ans, que tu vois, t'as une inertie, t'as un momentum qui est super intéressant, quoi. Lancer une activité, c'est plus simple, les organisations sont résilientes, les process sont bien établis, etc. Et du coup, tu peux optimiser les choses. Je trouve que c'est une période qui m'intéresse plus que repartir de 0-0, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais. De toute façon, si tu te débrouilles bien, c'est clair qu'à chaque fois que tu relances un nouveau projet, comme tu as un tronc commun, normalement, ça se passe mieux que la fois d'avant. Ou plus vite, ou moins cher, voilà. Ça se passe mieux, mais tu refais un peu la même chose aussi. Et c'est pour ça que moi, j'ai pas forcément envie de repartir de zéro, c'est que j'ai pas envie de refaire les choses que j'ai déjà fait, surtout 2 fois, tu vois. Je comprends que tu puisses le refaire une 2e fois, une 3e, la 4e, t'as envie plutôt de craquer le modèle, d'aller encore plus loin avec une boîte, tu vois. Pour craquer ce modèle d'agence SEO qui est déjà bien mature et pour aller vite, moi j'essaierai de trouver un angle un peu innovant, un peu différent. Ok. Et du coup, j'y ai pas mal réfléchi quand tu m'as contacté pour faire cette vidéo. Et j'y ai pas mal réfléchi et je pense qu'il y a un play à faire aujourd'hui sur le marché du SEO avec une stratégie méga efficace mais encore peu connue du grand public. Ok. J'ai vu très peu d'agences en parler ou le proposer pour le moment parce que je pense que ça nécessite beaucoup d'évangélisation et que le SEO étant un secteur mature, c'est plus simple de vendre du SEO comme on l'a toujours fait que la manière dont je vais te présenter ou vous présenter juste après. Mais je suis certain que le jeu en vaut vraiment la chandelle. Ok. Bon, je te fais le pitch. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et dites-nous si vous seriez intéressé en tant que client, parce que ça me donnera peut-être envie soit de le faire, soit d'aider quelqu'un à le faire. Aujourd'hui, les agences SEO, elles t'aident à te positionner ton site en haut des résultats Google. Ouais. Mais il y a 10 positions sur la première page de résultats. Et ton site, il ne peut en avoir qu'une seule. Bon, parfois 2, ça reste rare, mais ton site, il peut avoir qu'une seule position sur cette page de 10 résultats. Et t'es peut-être même pas le premier avec ton site sur cette requête. Il y a également des requêtes sur lesquelles tu n'arriveras pas à te positionner parce que c'est trop concurrentiel ou parce que ton site, il peut pas être légitime pour répondre à l'intention de recherche de la requête. Et comment faire, du coup, pour être présent sur les 9 autres positions sur cette page 1 ? Et ça, tu peux y arriver grâce à ce que moi j'appellerais le brand content SEO. Ça consiste en fait à positionner des pages de médias qui te mentionnent déjà ou pas encore. Donc tu peux créer des nouvelles pages sur les médias qui vont te mentionner ou parler de ton activité grâce à des articles sponsorisés. Et tu peux également acheter des mentions ou placer des publicités sur des pages qui se positionnent déjà sur la SERP. Donc on ne parle pas forcément que de liens pour le netlinking ou pour le SEO, on parle vraiment de visibilité, de notoriété. Donc les placements, ça peut être avec des call to action, avec des habillages de pages, avec des formulaires, des vidéos, vraiment intégrer ta marque, intégrer ton produit ou ton service dans un contenu informationnel qui existe déjà et qui se positionne déjà sur Google. Et du coup, ça, c'est pas ce qu'on appelle un petit peu les parasites SEO ? Je la voyais venir, je t'avoue, cette question. Parce que en plus j'ai inventé un mot, une expression, brand content SEO, un peu marketing avec du franglais, etc. En fait, oui, c'est un peu ça.
C'est un peu ça. Le problème, c'est que ce mot-là, on l'a mal traduit, je trouve, en français. En fait, en tout cas, c'est un mot qui a été inventé par les influenceurs SEO américains ou anglais. Et donc en anglais, c'est parasite, mais pas parasite. Tu vois, en mode le microbe. C'est parasite à côté de. Para à côté d'eux, donc à côté du site. Ok. C'est positionner d'autres sites et pas le tien. Mais c'est pas faire quelque chose D'accord. qui est du parasitisme en fait. D'accord. Et je pense que c'est in fine pour dire que tu fais du SEO sur un site qui n'est pas le tien. Et donc c'est pour ça que j'aime pas trop le terme parasite. Parasite, pourquoi pas, mais comme ça peut trop se dire en parasite, je trouve que c'est pas un bon terme. Et les mots sont super importants. Alors je sais pas s'il y a corrélation ou causation, mais quand on a arrêté de dire agence de référencement et qu'on a plutôt utilisé le terme agence SEO, les budgets SEO ont augmenté en France. D'accord. Parce que référencement, c'est pas sexy. Enfin, tu références quelque chose. Le SEO, tout de suite, pour les grands groupes, les organisations, ça paraît tout de suite plus intéressant. Tu vois. Et c'est pour ça que je pense que le brand content SEO, ça peut être une manière aussi d'approcher les choses avec des organisations. Qui serait pas forcément la cible de ce qu'on appelle aujourd'hui le parasite, qui va plutôt viser les affiliés qui vont se positionner avec les médias plutôt que leur propre site, tu vois. Ouais, d'accord. Donc, grosso modo, par exemple, je suis positionné en top 3 sur une de mes top requêtes. Bon, s'il y a des médias qui parlent de moi, par exemple, en top 8 ou top 9, je vais essayer de les pousser, je vais faire des liens vers eux, voir s'ils peuvent remonter dans la SERP, sans me dépasser, mais s'ils peuvent me remonter. Et d'un autre côté, si par exemple, sur une grosse requête, je suis début de deuxième page ou fin de première page, mais que je sais qu'il faut, il va falloir beaucoup de temps pour monter, parce que je ne peux pas faire, par exemple, 100 BL d'un coup pour rattraper mes concurrents. Typiquement, ça pourrait être intéressant, là, pour le coup, d'acheter un article sur un média, éventuellement de le pousser en BL, et que le but de ces articles-là, c'est que ça me retransfère du trafic sur mon site principal. C'est ça l'objectif ? Exactement, c'est exactement ça. Okay. Et je pense qu'avec ce pitch-là, tu vas attirer la curiosité du prospect. Déjà, le SEO, ça excite quand tu le présentes. Mais la domination des SERP, parce que c'est comme ça qu'on l'appelait il y a 10 ans, en fait, pour moi, c'est un peu jouer aux échecs en 5 dimensions. Tu lui proposes au prospect, au client, quelque chose d'unique que peu de gens imaginent. Peu de gens peuvent même imaginer que c'est possible à faire. Et nous, on l'a fait par exemple sur marketing d'influence. Aujourd'hui, on a plus que 3 résultats, mais à une époque, on en avait 6. On rank pas nous-mêmes sur cette requête-là, c'est un peu la honte, avec Reach, notre activité de marketing d'influence. Mais on a quand même 3 médias qui parlent de nous. Et on en avait 6 quand on sponsorisait 3 pages qui parlaient de manière informationnelle du marketing d'influence, et on avait du reach partout, quoi, sur le côté, en haut, dans le contenu, avec une vidéo, avec des liens vers nos études, etc. Et ça, c'est super qualitatif parce que idéalement, quand ton site y rank, tu as une approche qui est purement commerciale. Et quand tu as des mentions sur des sites plus informationnels, t'as cette comment dire, ça rassure l'internaute et sortira sa carte bleue 2 fois plus rapidement. Exactement, t'as la réassurance. Des études, c'est ça. Ouais. T'as la réassurance de la tierce partie qui est reconnue. Donc un grand média, un influenceur qui va parler de toi. Et donc forcément, ça augmente le taux de conversion. Ton clic issu de ce média, il va valoir sûrement encore plus que le clic qui va directement vers ton site.
Parce qu'en fait, tu as déjà préparé le prospect à acheter. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est clair. C'est clair. Par contre, du coup, cette stratégie-là, ça doit être quand même un budget qui doit être quand même conséquent, non? Parce que bon, si tu as déjà des médias positionnés, bon, refaire du BL dessus, ok, on est sur une prestation classique. Après, si tu dois acheter du média, on est tout de suite sur des budgets assez élevés, non? D'un autre côté, t'as pas besoin d'en acheter 50 non plus. T'as pas besoin d'en acheter 50 et puis tu peux bosser avec un premier client. Le premier client est clé dans une agence puisque ça va être ta première étude de cas et c'est ce qui va amener d'autres clients et ce qui va créer un cercle vertueux. Donc au début, ton premier client, ça va être forcément quelqu'un que tu connais. Tu vas faire travailler ton réseau. Si t'as pas de réseau, tu vas essayer d'en créer un sur LinkedIn ou sur Twitter. Mais il faut trouver un client qui te fait confiance et qui va te donner ton premier budget. Et il faut que tu te défonces. Pour ce premier client, il faut se défoncer comme tous les autres après, hein, mais encore plus pour le premier. Et donc, tu peux aussi réduire un petit peu le budget, bosser à la performance. Tu vois, tu peux trouver des manières d'avoir ton premier client qui est pas une manière scalable sur le long terme, mais t'es obligé de faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire avec ce premier client. Et donc ce premier client t'apporte déjà, m'apporterait déjà un certain chiffre, ce qui me permettrait aussi de le faire pour moi-même, pour l'agence, tu vois. J'essaierai de me positionner sur le terme parasite SEO par exemple. Tu vois, j'essaierai de me positionner sur le terme brand content SEO avec mon site et puis avec d'autres médias qui parlent de cette thématique. Et s'ils n'en parlent pas encore, je créerai des articles sponsorisés pour qu'ils en parlent. Ou je ferai du guest blogging, je trouverai des manières d'y arriver. Et pourquoi c'est super important dans notre métier, le SEO, d'avoir ce succès en tant qu'agence. C'est pour pouvoir flexer en rendez-vous en fait et pour avoir un taux de conversion avec les futurs prospects qui soit bien plus important. Et ça, je l'ai vu à l'époque où je m'occupais du SEO de mon agence. On était premier sur agence SEO, on était troisième sur référencement. Et j'exagère même pas quand je te dis qu'on signait chaque client qu'on voyait en rendez-vous. D'accord. On avait un taux de conversion qui était de 90% ou 95%, parce qu'en fait, on disait qu'on était les cordonniers, les meufs chaussées. Et en live, en rendez-vous, ils pouvaient taper agence SEO et ils nous voyaient premiers. Donc forcément, ils étaient confiants sur le fait qu'on puisse reproduire la même chose pour eux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la requête agence SEO, elle est si concurrentielle. C'est pas pour le business que ça apporte, c'est pour la réassurance que ça a en fait en rendez-vous. C'est pour le taux de conversion, ouais, ça démultiplie le taux de conversion, ouais, c'est intéressant, ouais. Ok, ouais, ça m'étonne. Exactement. Donc je ferai un premier client pas cher peut-être, et puis ensuite je le ferai pour moi-même, et après logiquement, tu as 2 study cases et le cercle vertueux est censé s'enclencher. Alors du coup, par rapport au brand content SEO, là, comment tu fais pour ta première campagne pour trouver les médias? Ok. Alors déjà, je fais une recherche de mots-clés bien exhaustive qui peuvent être bénéfiques pour mon activité avec un outil comme Ahref ou SEMrush. J'exporte les 10 premiers résultats de chaque mot-clé et je mets tout dans un grand Google Sheets pour identifier 2 choses différentes. La première, c'est les requêtes informationnelles où il y a peu de résultats commerciaux. C'est là où je vais peu voir mes concurrents ou mon site. Et c'est là où il y a le plus d'opportunités de placement avec des pages sur des médias qui se positionnent déjà. Donc c'est là où en fait ça va être le moins évident pour moi de me positionner. Donc c'est par celle-ci que je commencerai. Et c'est important parce qu'on ne convaincra pas un concurrent de parler de notre client.
Donc les requêtes commerciales, ça va être très dur de le faire. Ouais. Mais voilà, je commencerai par identifier ça. Et puis, j'identifierai aussi les médias qui ont une visibilité importante sur cette liste de mots-clés. Pour essayer de négocier des deals un peu globales sur plusieurs pages qui viseraient plusieurs mots-clés d'un coup, tu vois, pour avoir une approche un peu globale. Et ça, je le fais quelques fois, et puis j'automatise la chose au bout d'un moment. Pour plus avoir à le refaire à la main pour chaque client, et surtout pour pouvoir proposer un genre d'audit à mes prospects qui permet de mesurer en fait le potentiel de la stratégie de brand content SEO. C'est le genre de choses qui augmente drastiquement le taux de conversion. C'est pour ça que toutes les agences SEO sur leur site souvent contactez-nous pour un audit gratuit. C'est un lead magnet en fait, tu vois. Ouais. Et bon, pour le coup, cette tech, on l'a déjà faite, qui permet d'identifier les médias et les bonnes requêtes, avec la proportion de médias sur chaque requête, le coût que ça coûterait d'acheter un placement sur chaque média par rapport à la base de données exhaustive de médias qu'on a chez Rocketlinks, et du coup toutes les données de tarifs qui nous permettent aussi de calculer une estimation du prix d'un article sur un média qui est même pas chez nous. Avec du machine learning, on arrive à faire ça. Et donc voilà, si ça intéresse quelqu'un dans de se lancer sur ce marché, qu'ils n'hésitent pas à me contacter, parce que je serais ravi de vous présenter un peu cette tech et voir si on peut bosser ensemble. Voilà ce que je ferai concrètement dans l'opérationnel. Et puis après, on peut parler de plein d'autres choses, combien on facturait, tout ça. Mais je pense qu'on a déjà dépassé le temps, et je peux conclure peut-être en disant que évidemment, ça remplace pas le SEO. Ça remplace pas les agences SEO classiques. C'est vraiment un autre modèle. C'est vraiment un autre modèle d'agence et qui peut fonctionner en parallèle de l'autre modèle. Et la complexité vraiment pour ceux qui veulent se lancer là-dedans, c'est que il va falloir prendre du budget qui est déjà alloué, ou créer une nouvelle ligne de budget chez les clients, parce que le brand content SEO c'est nouveau en fait. C'est ni du brand content, donc ni de l'influence, ni du SEO, c'est l'entre-deux. Et donc voilà, ça va être dur à vendre. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir le réseau au début pour le premier client. Mais moi, c'est un truc auquel je crois à fond, et donc en y ayant réfléchi, et là en parlant, tu vois, ça me motive. Tu vois, si j'avais plus de temps, je pense que je le ferais. Mais donc je serais ravi, tu vois, d'aider quelqu'un de ta communauté, si c'est quelque chose qui a attisé un peu la curiosité de quelqu'un, voilà, qui n'hésite pas à le mettre en commentaire ou à me contacter directement. Je serais ravi de discuter. Ok, super. En tout cas, tu as donné plein d'infos très intéressantes. Je le répète peut-être pour la 40e fois encore, mais c'est vrai que c'était vraiment top. Tu avais encore plein de trucs à dire. Là, on va arrêter parce que la vidéo, elle est déjà assez longue. Mais en tout cas, voilà, toujours est-il que tu voulais parler du pricing, tu voulais aborder plein d'autres points par rapport à la création et à la gestion d'une agence SEO. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, on pourra refaire une vidéo complémentaire où tu parlerais de tout ça. À ce moment-là, vous nous mettez en commentaire, et on fera une vidéo avec plaisir, parce que tu as encore plein de choses à dire. En fait, tu es bien préparé l'entretien là, et puis tu as encore plein de choses à développer. Et ben écoute, c'est top. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou pas? Non, on est bon. Je crois que j'ai déjà assez parlé. Je crois, ok, d'accord, super. En tout cas, merci beaucoup, Maxime. Moi, j'ai beaucoup aimé la vidéo. Bien sûr, je vous invite à liker, à vous abonner à la chaîne, à la cloche, tout ça. Si vous avez des questions, vous les posez sous la vidéo. Et puis, comme je vous ai dit il y a quelques minutes, si vous voulez qu'on fasse une
une deuxième version où tu exposes un peu tout ce que tu voulais dire là, dont tu n'as pas eu le temps. On pourra en refaire une. Et puis je vais vous mettre aussi le lien de la vidéo qu'on avait fait il n'y a pas longtemps sur le benchmark de l'agence SEO. Bah écoute, merci à toutes et à tous pour votre écoute. Maxime, merci beaucoup pour cette vidéo et puis je te souhaite une bonne fin de journée. Merci à tous, merci à toi Jérôme, à plus. Allez, ciao, bye.